notre idée initiale a été en créant donc cette refondation de l'Académie, de remplir un vide qu'on peut qualifier d'abyssal dans la compréhension de la langue et de son utilisation. Bon, l'Académie française, en rapport avec ces élections présidentielles, a dit que la langue était absente des débats. Elle est absente en ce sens que ni l'Académie, ni les académiciens, ni personne n'ont parlé de la langue en tant que telle. Mais la langue a été présente parce que qui a gagné ces élections présidentielles? C'est la langue, c'est le langage, c'est ce dont nous allons parler. Alors le titre de cette intervention, c'est « Le secret de l'élection du ventriloque Jeanne d'Arc-Macron à la présidence de la République ». Donc ce mot ventriloque, nous allons le voir, est le mot clé de la prise du pouvoir par Emmanuel Macron. C'est un mot qui est en littérature et qui a été introduit par Emmanuel Macron lors de ses présidentielles. Alors la situation dans laquelle nous sommes est une situation tout à fait invraisemblable. Pour prendre une comparaison, nous pourrions dire, mais en anticipant, que c'est plus facile de s'emparer du pouvoir en France en ayant quelques outils sémantiques, dont le concept du ventriloque, que finalement d'attaquer par une armée. Donc nous avons assisté à la prise de pouvoir tout à fait incroyable, mais par la force du langage. Ce qui correspond tout à fait à notre ambition de dire la langue doit rentrer en politique. Alors le point de départ, c'est l'étrange vision paradisiaque dans laquelle nous sommes, sans explication. C'est-à-dire que tout le monde convient du fait que la prise du pouvoir par ce jeune homme en un an ou deux, tout dépend de la manière de compter, était tout à fait improbable, que personne n'aurait parié sur lui, et pourtant cette vision paradisiaque d'un homme jeune promettant une renaissance, promettant de régler, comme par un coup de baguette magique, tous les problèmes qu'avait la France, eh bien, est sous nos yeux. Alors effectivement, il y a tout de même un certain malaise. Donc il y a cette situation extrême, paroxystique, et de l'autre côté, pas d'explication. La deuxième chose, donc ça c'est le problème, comment se fait-il que personne n'ait très bien compris ce petit tour de magicien? La deuxième chose, c'est que le cerveau est interdit devant l'ambiguïté, qui est la figure de la politique, l'ambiguïté. Chacun se dit en son fort intérieur, est-ce que finalement c'est un miracle? Il y a un article qui est sorti d'ailleurs dans Charlie Hebdo sur le miracle Macron, ou bien est-ce que finalement c'est le contraire d'un miracle, c'est-à-dire c'est la poursuite de la descente aux abîmes qu'avait la France jusque-là. Donc c'est une chose tout à fait étonnante. Est-ce que c'est une chose ou son inverse? Et ce qui est très étonnant, c'est que le cerveau soit interdit et ne sache pas vraiment conclure. La troisième chose à prendre en compte, évidemment, comment sortir de cette ambiguïté pour savoir si nous allons vers finalement la résolution de tous nos problèmes, puisque les promesses d'Emmanuel Macron sont exceptionnelles. Il a tout promis. Jusque-là, les candidats promettaient tel bel, il a tout promis d'un seul coup. Et donc, l'arme, évidemment, pour comprendre, l'arme, c'est le langage. Mais par où commencer? Par où commencer? Comment renouer le scénario de cette prise de pouvoir, comprendre, pour savoir effectivement ce qu'il faut attendre de cette nouvelle élection présidentielle. Alors, le point de départ, nous l'avons dit dans le titre, dont je vous rappelle, c'est le secret de l'élection du ventriloque Jeanne d'Arc-Macron, trait d'union, à la présidence de la République. C'est une phrase qui a été repérée, qui a beaucoup frappé les médias, mais qui n'a pas été commentée. Et cette phrase, je vous la rappelle, dans le fameux débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, lorsque Emmanuel Macron dit « Madame Le Pen, vous serez gentille, je ne vous fais pas parler. Nous sommes déjà dans l'idée du ventriloque qui fait parler. Je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Je vous assure, tout va très bien. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis clairement, c'est mon habitude. » Donc là, c'est une sorte de lapsus. Donc c'est un acte manqué ou réussi. C'est-à-dire tout à coup, Emmanuel Macron introduit l'arme de guerre
de sa prise de pouvoir masquée, le ventriloque. Et donc il accuse Marine Le Pen de vouloir être son ventriloque, c'est-à-dire de dire à travers lui ce qu'elle pense, et il dit non, j'ai pas besoin d'un ventriloque, et nous allons voir qu'il n'en a pas besoin parce qu'il en a déjà un, évidemment. C'est un aveu tout de même intéressant. Alors, donc, quatrième acte, c'est de se dire au fond, qu'est-ce que c'est qu'un ventriloque? Et notre méthode, bien entendu, dans cette séance académique, j'ose dire, c'est de chercher dans la littérature les clés de la politique. Les clés du moins de la compréhension du langage qui vont donner les clés de la politique. Et alors là, immédiatement, le modèle littéraire qui s'impose en rapport avec le ventriloque, c'est la fameuse pièce Cyrano de Bergerac. Bon. Alors, que nous dit cette pièce? Parce que cette pièce va nous dire comment fonctionne le modèle du ventriloque, parce qu'il y a plusieurs parties, comme dans une pièce de théâtre. C'est la pièce la plus célèbre d'Edmond Rostand. Il y a Cyrano de Bergerac et Christian de Neuville, tous deux cadets de Gascogne, sont tous deux amoureux de la belle Roxane. La belle Roxane, ça pourrait peut-être être finalement qui vous savez, c'est-à-dire bon, la représentante de la République, Marianne. Et puis, mais Cyrano est laid, vous voyez, donc il y a un rapport peut-être avec un des amoureux transis qui est laid, et puis, mais il est plein d'esprit, de cœur et de valeurs poétiques. Tandis que Christian est beau, mais dénué de toutes ses qualités. Le décor est planté. Roxane tombe amoureuse de la beauté de Christian, d'un coup d'œil, au théâtre, mais que lui est bien capable de trouver les mots pour lui déclarer sa flamme. Cyrano, disqualifié de la compétition amoureuse par sa laideur, n'est-ce pas, va se faire le ventriloque de Christian, donc sa belle marionnette, pour déclamer son amour à la belle Roxane. Donc il va dire sa flamme, mais par l'intermédiaire de Christian. Roxane, séduite par l'éloquence de son cousin Cyrano, donc qui est laid, par les mots qu'il prononce de loin, mais étonnée de la pauvreté du langage de Christian lors d'un rendez-vous qu'elle lui accorde, elle est donc étonnée. La jeune femme, en fait, est tombée amoureuse des mots qu'elle a reçus, mais pas de Christian, dont la mort dans ses bras empêchera le subterfuge d'éclater. L'acte final, je ne vais pas dire que c'était l'acte que nous avons vécu il y a quelques jours, se déroule 15 ans après. Roxane est retirée dans un couvent où Cyrano lui rend régulièrement visite, mais ne se dévoile pas pour autant. Sauf qu'un jour, alors qu'il est en route vers le couvent, Cyrano est accidentellement blessé à la tête et mourant. Il demande à être conduit auprès de Roxane qui ignore son état. Il n'a qu'un seul souhait, dit-il, celui de lire la dernière lettre de Christian. Il la lit avec une telle facilité, un tel naturel, mais aussi une telle ferveur, que cela éveille des questions chez sa cousine. Même plongé dans le noir, il arrive sans aucun problème à réciter la lecture, la lettre, on pense au prompteur, là évidemment, et Roxane comprend alors que, durant toutes ces années, ce n'est pas de Christian dont elle était amoureuse, mais bien des mots de Cyrano. Morale. Ce n'est pas la beauté physique, mais bien l'âme qui constitue le véritable amour. Enfin aimé, Cyrano s'éteint heureux. Alors, donc, dans cette pièce, et c'est très étonnant tout de même, parce que nous avons dans notre littérature, par La Fontaine, par Molière, et là nous le voyons par Cyrano, les clés de l'asservissement politique actuel. Et faut-il encore les mettre en évidence? C'est toute la question de forger les arbres de la conquête. Alors, qu'y a-t-il? Il y a d'un côté le ventriloque. Mais qu'est-ce que c'est que le modèle du ventriloque? Et là, évidemment, nous pensons à Emmanuel Macron. Le ventriloque, pour les professionnels du spectacle, c'est l'habileté de l'artiste à créer l'illusion qui fait que sa voix, modifiée intelligemment, ne provient pas de sa propre personne, mais d'un autre endroit, d'une poupée tenue dans ses bras, d'un téléphone, de l'intérieur d'une boîte fermée, d'une habitation contiguë ou d'un endroit éloigné. Donc, il est aisé de comprendre l'utilisation qui peut être faite de la ventriloquie. Le spectacle pour l'enfant est animé par une marionnette, ce qui établit une communication spontanée, là nous pensons à certaines réunions politiques,
avec les enfants qui lui posent des questions et participent volontiers à ce spectacle. Le but, évidemment, n'est pas innocent. Bon. Ventriloque et marionnette sont des termes corrélatifs. La marionnette, c'est la figurine représentant un être humain ou un animal, on pourrait dire un électeur ou un candidat, actionné par une personne cachée qui lui fait jouer un rôle. Donc, nous voyons que le modèle de Cyrano s'applique parfaitement aux dernières élections. Alors, donc, la ventriloquie, c'est l'arme de la prise du pouvoir qui a été utilisée par Emmanuel Macron, et j'allais dire, et ses commanditaires. Donc, maintenant que nous avons détecté cette phrase tout à fait étonnante qu'a avoué l'aveu d'Emmanuel Macron, donc je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Maintenant que nous savons comment fonctionne le ventriloque, c'est l'instrument de la prise du pouvoir, soit amoureux, soit politique, soit commercial, soit tout autre. Le fait fondateur de la prise du pouvoir par Emmanuel Macron, c'est le discours qu'il a prononcé à Orléans, avec toute une mise en scène, le 9 mai 2016. Alors, là, donc, il faut se représenter Orléans, la cathédrale d'Orléans, toute la population représentant la société française réunie, et, d'une manière très singulière, il y avait Macron assis sur un trône. Donc c'est tout à fait singulier. En plus, il faut savoir que le maire d'Orléans était des Républicains. Donc, nous voyons déjà, sans devoir insister, qu'au-delà de la prise de pouvoir par le ventriloque, par la ventriloquie, il y a forcément tout un réseau qui favorise évidemment la cristallisation du ventriloque. Et donc, ce discours, ce qui est là encore très étonnant, c'est un discours complètement aberrant, si on peut dire, faux, mensonger, outrancier. C'est un outrage à Jeanne d'Arc, c'est un outrage, c'est une falsification de l'histoire. Et là, nous constatons encore qu'il y a une carence tout de même étonnante dans un pays censé être littéraire comme la France, c'est qu'il n'a été analysé par personne, sinon par le Nouvel Obs, qui s'amuse quand même, derrière chaque phrase consacrée à Jeanne d'Arc, à faire un petit rappel sur la situation de Macron, parce que Macron, évidemment, ventriloque, nous pouvons le dire, le symbole de Jeanne d'Arc, en annonçant que ce qui était en marche déjà du temps de Jeanne d'Arc, c'était Emmanuel Macron. Alors, je vais souligner simplement deux choses tout à fait choquantes. Au départ, bien entendu, c'est l'affirmation par Emmanuel Macron que les hommes providentiels, je n'y crois pas. Évidemment, il a pensé évidemment l'inverse pour lui, mais annoncer ça pour Jeanne d'Arc, c'est tout à fait singulier. Je vous lis la phrase. Les grandes figures de l'histoire ne nous parlent pas. Il faut bien penser, les grandes figures de l'histoire ne nous parlent pas. Elles n'ont jamais cherché à nous envoyer un message. Je vous rappelle que c'était pour la fête de Jeanne d'Arc. C'est-à-dire que Jeanne d'Arc n'a absolument pas cherché à envoyer un message. C'est nous seuls qui les faisons parler. Alors là, vous voyez le ventriloque. C'est-à-dire que les grandes figures de l'histoire n'ont rien à dire, mais il faut les ventriloquer pour leur faire dire, évidemment, ce qui va permettre de prendre le pouvoir ou d'avoir certains bénéfices. Nous seuls qui construisons leur légende, et donc c'est ce qu'il est en train de faire pour faire sa légende, sa propre légende, et nous appuyons sur elle pour mieux nous comprendre. Ça, c'est la petite ouïe. Il n'y a pas non plus d'hommes ou de femmes providentiels, je n'y crois pas, il n'y a que l'énergie du peuple et le courage de celles et ceux qui se jettent dans l'action. Donc là, il est en train de décrire son mouvement, du moins tel qu'il vend. Donc c'est tout à fait étonnant qu'il y ait eu cette falsification de l'histoire à laquelle personne n'a répondu. Deuxième chose, et je m'arrêterai là, et là, ce que met le journaliste du Nouvel Obs après cette phrase, entre guillemets, et c'est mon cas. Donc ce texte est assez amusant. Elle sait, donc Jeanne d'Arc, elle sait qu'elle n'est pas née pour vivre. Vous voyez, c'est du Victor Hugo, ça. Elle sait qu'elle n'est pas née pour vivre. Je suis là parce que je sais que je ne suis pas là pour venir là. Bon, c'est quand même... c'est pas. Donc, elle sait qu'elle n'est pas née pour vivre. Alors ça sonne bien, c'est quand il y a un beau spectacle. Mais pour tenter l'impossible. Comme une flèche, sa trajectoire fut nette. Jeanne fend le système. Donc elle était contre le système. Et là, le journaliste du Nouvel Obs ajoute « Je suis moi aussi une flèche anti-système ». C'est ce qu'il rajoute en note.
Bon, vous voyez donc cette double lecture. Alors, nous en arrêterons là, mais ce qui est très intéressant, première chose, c'est que nous voyons que nous avons Emmanuel Macron qui, dans ce discours fondateur de Arloire, qui est le discours programme de sa prise de pouvoir par le symbole de Jeanne d'Arc, auquel il s'identifie, il fait le portrait de Jeanne d'Arc qui lui convient. Donc Jeanne d'Arc, avec cette falsification tout à fait incroyable, c'est-à-dire qu'il décrit une Jeanne d'Arc qui n'avait pas de message, une Jeanne d'Arc qui n'avait pas de voix, une Jeanne d'Arc qui n'avait aucune mission spirituelle, ni politique, qui était en gros l'émanation du peuple et qui n'avait rien à dire. C'est une parfaite falsification de l'histoire. Mais là, toujours pas de réponse. Alors, ce qui est important maintenant, c'est de comprendre l'opération auquel joue Macron. C'est-à-dire que c'est expliqué dans ce livre, vous voyez, Macron par Macron, vous voyez, et j'allais dire pour Macron, avec Macron et toujours Macron. Bon, il y a un Macron averti en deux, d'ailleurs. Vous avez cette figure qui indique, c'est la triangulation. Il appelle la triangulation, nous sommes encore dans la géométrie. Alors, cette opération, autrement dit, cette opération, c'est faire sienne les références de son adversaire pour les détourner à son avantage. Voilà. Donc, c'est la figure d'Orléans, c'est que finalement, il considère que son adversaire, sinon son ennemi principal, ce sera le Front National, Marine Le Pen, et donc il va chercher le symbole, évidemment fondateur du Front National, qui est Jeanne d'Arc, et il se l'approprie en le redessinant à sa manière pour triompher. Alors ce qui est quand même étonnant, c'est que c'est une opération quand même assez claire, surtout que le Nouvel Observateur a quand même insisté sur... Et du côté de la future victime, ils n'ont pas vu venir quoi que ce soit. On vous prend votre symbole, il faut dire que la fille l'avait abandonné. Mais c'est quand même une opération étonnante, on s'est dit qu'est-ce que là. Donc, bon, donc ça c'est donc il y a eu cette triangulation. Et donc c'est le discours dans lequel il a mis le plus de soi. Alors pour bien insister quand même, pour ne pas dire c'était un hasard, il a fait un discours, etc. Eh bien, Brigitte Macron a dit à propos de son mari, ce n'est pas marrant de vivre avec Jeanne d'Arc. Et sous le titre de cet article, le Messie, Emmanuel Macron entend-il des voix, on aurait dit, ou se prend-il une grosse tête, donc je l'ai dit, c'était dans Paris Match. Et pour l'éditeur, dont l'édition du 9 février de Paris Match, dont le couple Macron fait la couverture, la petite phrase de Brigitte Macron n'est pas passée inaperçue. Citation. « Il faut m'aider à le calmer. Tu sais, ce n'est pas marrant de vivre avec Jeanne d'Arc », aurait confié la femme du candidat à un ami. Reste à savoir si Brigitte Macron sous-tend que son mari entend des voix comme Jeanne d'Arc, où il se pense déjà en héros et sauveur de la France. Alors tout ça, c'était pas une plaisanterie, si vous voulez, c'est pas une plaisanterie. Quand nous savons maintenant que l'arme nucléaire et la France quand même a été mis entre les mains de ce personnage, dont vous allez voir, c'est capital de comprendre cette méthode. Ce n'est pas un discours qui a été fait en l'air, c'est un discours dans lequel il s'est totalement investi, et le personnage qu'il a joué, c'est Jeanne d'Arc. Alors ça, c'est... Et donc, par la ventriloquation de Jeanne d'Arc, et après, par la diffusion des caractéristiques du personnage de Jeanne d'Arc dans tout son programme. Réunion du peuple, rassemblement, etc. Mais évidemment, il ne faut pas chercher dans le discours de Macron un texte anti-anglais. C'est-à-dire que Jeanne d'Arc n'est pas venue pour libérer les Anglais. Le mot anglais, il y a une fois, mais en fait, il y a le royaume d'Angleterre, mais la mission de Jeanne d'Arc, c'était pas de délivrer la France des Anglais, mais du système. Vous voyez la falsification. Alors, point suivant, le déroulement du programme de Macron à partir de ce symbole. Alors, ce qui est très important, c'est de comprendre qu'effectivement, le personnage qu'est Macron. Alors, évidemment, il est issu des Jésuites, n'est-ce pas, qui attachaient beaucoup d'importance au théâtre, c'est bien connu, mais ce qui est important, c'est de comprendre la naissance d'un acteur sur mesure. Et donc c'est dans l'histoire littéraire des Macron, dont l'amour des lettres et du théâtre s'est traduit en amour tout court, qu'il faut lire la construction d'un personnage destiné à jouer un rôle de ventriloque politique répondant aux règles de Cyrano de Bergerac. Mais c'était plus... Alors citation, l'heure est présidentielle, pourtant ce mari qu'elle a dirigé au théâtre
qu'elle brief, mot anglais, dans la coulisse politique. Elle se plaît même à l'imaginer un jour en Julien Sorel. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que Macron a été formé en permanence à jouer des rôles. Ce qui est le cas de l'acteur, mais lui a particulièrement changé de rôle. Il serait bien dans le rôle, dit Brigitte Macron. Au printemps 1993, il goûte alors pour la seconde fois au jeu des rôles. Vous voyez, donc l'acteur joue des rôles, mais le jeu des rôles, c'est encore autre chose. Cette découverte de soi, en incarnant la vie d'un autre, quel plaisir. Ça goûte le délice, il goûte le délice des applaudissements, aussi la mise en lumière qui enchante et qui nourrit l'ego. C'est un adolescent doué, pris de fièvre littéraire. Fou des lettres, Emmanuel choisit pour stage scolaire de s'immerger dans une maison d'édition parisienne. Tout est bon. Il endosse le rôle d'un épouvantail dans La Comédie du langage de Jean Tardieu. La Comédie du langage. Tous deux, elle, évidemment, Brigitte Macron, échangent, comme on dit, sans complément d'objet direct, échangent sur l'art de la comédie d'Eduardo de Filippo. Léonce Dupré, la figure politique de Touquet, donc était dans le Nord, perçoit très vite ce qui les lie, ce couple. J'ai saisi l'intelligence de cette femme, j'ai senti qu'elle avait comme lui le don de la séduction, et la séduction n'a pas d'âge. Ils seront ainsi armés pour construire ce qu'on appelle le fameux storytelling, raconter des histoires, il faut, pour embobiner les gens, raconter des histoires, efficace et accrocheur. Donc, ce qui est la clé de ce à quoi nous avons assisté, c'est non pas l'expression d'une conviction personnelle, non pas un idéal, non pas un programme, c'est le déroulement d'un scénario qu'a débité un acteur. Bon. Alors, ce programme, ce qui est capital, c'est de comprendre ce qu'a dit ce ventriloque caméléon. Tout le monde a remarqué d'abord qu'il était creux, ça a été dit, c'est des côtés creux, et que finalement il tenait à chacun le discours qu'il attendait. Alors, il y a un détail quand même très important que je vais vous indiquer dans un instant. Ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est cette révolution démocratique qui correspond, je tiens à le dire, à toutes les révolutions oranges, à toutes les couleurs que nous avons vues. Nous avons vu des miracles en Afrique du Nord ailleurs, ou même en Ukraine. Tout à coup, il y a une révolution qui, comme par enchance, dans développe. Le mécanisme a été très bien décrit. C'est une révolution démocratique, dit-il, dit Emmanuel Macron, que j'ai entrepris de dessiner dans les pages qui suivent. C'est son fameux livre, si j'ose dire, qui promet monts et merveilles, révolution. Dans les pages qui suivent. On n'y trouvera pas de programme. Donc c'est tout de même étonnant. C'est-à-dire que, en principe, les candidats se faisaient valoir par leur programme, mais avec Emmanuel Macron, on n'y trouve pas de programme, et aucune des 1000 propositions qui font, dit-il, ressembler notre vie politique à un catalogue d'espoirs déçus, mais plutôt une vision, un récit, une volonté. Alors là, vous savez, les trois mots sont importants. La vision, évidemment, pour faire court, c'est Jeanne d'Arc, libérant, c'est la flèche qui fend le système. Vous avez le récit, c'est ce que nous allons voir, c'est cette histoire qui nous a débuté, et la volonté, effectivement, c'est cette volonté de Macron, et derrière Macron, de prendre le pouvoir. Parce que toutes ces complicités dont il a bénéficié traduisent qu'il y a derrière un autre ventriloque. Parce que c'est un système de ventriloque gigogne. Donc, voilà. Alors, que nous dit... Alors, ce qui est très important, c'est de se dire que si c'était quelqu'un d'autre qu'Emmanuel Macron qui avait dit les énormités qu'il a dit, évidemment, il aurait été traité, il aurait été renvoyé aux oubliettes. C'est-à-dire que les monstruosités qu'il a dites sont passées tout simplement à partir de l'image bon. Première chose, Macron dit la politique c'est mystique. C'est la première fois qu'un homme politique depuis dit que c'est mystique. Bon. Alors, il dit par exemple la dimension christique, je ne la renie pas, je ne la revendique pas, vous voyez c'est l'ambiguïté toujours. Je ne cherche pas à être un prédicateur christique. Alors ça, c'était dans le JDD, ça a été très remarqué, le 11 février 2017. Autre affirmation,
Macron préfère parler mystique et magie plutôt que programme. Match, 12 février 2017. L'ancien ministre de l'économie, à qui ses adversaires reprochent le flou de ses programmes, affirme dans un entretien que la politique, c'est un style, pour lui, c'est une magie. Il faut définir le cœur de ce qu'on veut porter. Bon. Tout en affirmant qu'il ne cherche pas à être un prédicateur christique, Emmanuel Macron déclare « La dimension christique, je ne la renie pas, je ne la revendique pas ». Donc il dit que la politique c'est mystique. Et comment se construit, dit-il, le pouvoir charismatique? Donc nous avons au gouvernement un homme qui dit que son pouvoir est charismatique, c'est quand même pas un détail. C'est un mélange de choses sensibles et de choses intellectuelles. Donc ce qui est tout à fait étonnant, c'est que en face de cet événement considérable, vous n'avez pas d'explication au niveau. Et pourtant, il a dit dans un discours récent qu'il fallait que la France soit au niveau de la situation. Donc, donc le programme qu'il va dérouler, donc je simplifie la chose, c'est qu'il a envoyé En Marche ses marcheurs, plusieurs milliers, 4000 à peu près, frapper aux portes et demander aux personnes ce qu'elles attendaient. Bon. Et là, c'est connu, les informations qu'il a recueillies, qu'ont recueilli ces marcheurs, ont été traitées par des algorithmes. Vous savez que nous allons de plus en plus être aux ordres des algorithmes. Algorithmes, nous voilà. Eh bien, donc on se dit, tiens, il y a une machine, mais ce qui est très grave, ce n'est pas à la limite de traiter de l'information par les algorithmes, mais il faut savoir dans quel but ces algorithmes étaient. Ces algorithmes étaient faits pour détecter les mots-clés, pour ventriloquer chaque segment de l'opinion ou de la population. Moi, j'ai retrouvé certains mots, par exemple la reconquête, on retrouve les mots. Donc, quels sont les mots qui font mouche, creux, sonnant, qui n'apportent pas de solution? Et donc, c'est une immense machine de ventrilocation de la population, étant entendu que, donc, devant la cathédrale d'Orléans, il y avait déjà le modèle de la population, et que nous retrouverons, dans le choix des candidats, encore, la constitution d'un pays fictif, choisi par M. Macron. Parce que les députés ont été choisis par M. Macron. Donc, pour qu'il soit à la botte. Alors, donc voilà la situation. Pouvoir charismatique. Maintenant, comment va-t-il utiliser le symbole de Jeanne d'Arc, qui, je vous rappelle, correspond à une fête nationale, et Jeanne d'Arc après la guerre de 14. Donc il n'y a même pas le Borloo. Eh bien, il y a un discours d'une violence inouïe, parce que dans ce livre, Révolution, vous avez tout de même réconcilié les Frances. C'est le programme de M. Macron. Et quand vous voyez avec quelle véhémence, quelle violence, et les photos d'ailleurs en témoignent, parce que vous avez une photo d'Emmanuel Macron, une figure christique, mais après une violence, une vindicte tout à fait incroyable, dont il faut quand même lire mot à mot le texte. Il va utiliser la figure de Jeanne d'Arc contre le parti de la candidature de Marine Le Pen. Et écoutez ce qu'il dit, c'est dans Mediapart le 3 mai 2017. C'est paru le 3 mai, mais ça datait du 2 mai. Donc c'était juste avant le débat, le fameux débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et il dit, l'homme qui dit qu'il faut réconcilier, l'homme d'amour, bon, ce sont eux nos vrais ennemis, puissants, organisés, habiles, déterminés, a-t-il lancé. Vous les croisez dans les rues, dans les campagnes ou sur la toile, bien souvent masqués, aussi haineux que lâches. Le parti des agents du désastre, les instruments du pire, l'extrême droite française est là, avec leur parti, le Front National. Ils guettent depuis si longtemps l'effondrement que nous vivons pour en tirer profit, a-t-il poursuivi. Ils utilisent la colère, ils propagent le mensonge. Depuis des décennies, ils attisent la haine, fomentent les divisions, imposent leur discours de discrimination. Donc là, nous sommes en plein dans la ventriloquation. Vous savez, c'est la fameuse formule, celui qui le dit, c'est lui ou se plaît. Et il continue. Et nous sommes étonnés de voir que, finalement, là vous avez l'air étonné, mais finalement, ce qui a été fait, c'est passé comme sur les écailles d'un poisson, sans vraiment
laisser les traces qui reviennent. Le Front National, c'est le parti de l'anti-France. Alors, ce qui est intéressant dans le système de ventriloquation d'Emmanuel Macron, c'est qu'il reprend le langage, j'allais dire, des ligues des années 1930. L'anti-France, c'était effectivement utilisé par, disons que les partis nationaux à l'époque. C'est le parti de l'anti-France, car ce que défend ce parti, ce qu'il propose, c'est l'effondrement inéluctable de ce qui a fait la France. Donc c'est quand même très intéressant parce que, au-delà des mots utilisés toujours en isme et autres, vous avez Emmanuel Macron qui est en train de reprocher au parti du choix de la France d'être évidemment, d'avoir un but, c'est de faire provoquer l'effondrement inéluctable de ce qui a fait la France. C'est tout intéressant. Le parti de Jeanne d'Arc fondateur, il a un but, personne n'y avait pensé, c'est détruire la France. C'est la négation de nos valeurs, de nos forces, de nos grandeurs, a-t-il ajouté. Emmanuel Macron est allé encore plus loin dans la description des dangers représentés par le Front National. C'est pas moi qui le dis, c'est cette citation. Le projet du Front National, c'est aussi la lutte contre la liberté de la presse, contre la liberté des femmes, contre le droit des couples du même sexe, etc. C'est la violence extrême contre les opposants politiques. Donc là, on se dit, il faudrait qu'il y ait un mandat d'arrêt. Parce que quand il y a des gens qui rôdent comme ça, qui sont lâches, il était très important de les mettre dans des camps. Ça semble s'imposer. Donc on espère qu'il va effectivement éliminer ces gens extrêmement dangereux, qui sont quand même, je crois, 10 millions. Je crois qu'il va falloir, là, il va falloir ouvrir un Sangatte ou quelque chose de ce genre. C'est quand même assez inquiétant. Bon. Alors, il dit, Madame Le Pen et nos assaillants, vous voyez, donc il parle de ses assaillants, pas vu d'assaillants, enfin bon, c'était quelqu'un qui est un visionnaire, se nourrissent l'un l'autre parce que leur objectif final, c'est la guerre civile, la division du pays. Donc, si vous voulez, ces propos quand même, qui ne sont pas des propos d'amour, sont quand même tout à fait étonnants, et c'est la veille du débat. Alors, 6e point, donc vous voyez comment on retourne le symbole contre le symbole du parti contre lui-même, donc c'est avec tous ses attributs. Parce qu'il n'y a pas que Jeanne d'Arc, ce sont les attributs de Jeanne d'Arc. Ceux qui disent, qui se recommandent de Jeanne d'Arc, au fond, ils veulent faire l'inverse que Jeanne d'Arc. Enfin, c'est quand même une manipulation, vous savez, mentale quand même assez intéressante. Et là, il faut savoir ne pas oublier qu'il y avait une chaîne, BFM TV et compagnie, qui AG continu, formatait le cerveau. Ça a été dit d'ailleurs par une assistante de François Fillon qui disait que Emmanuel Macron a bénéficié d'autant de temps d'antenne que tous les autres réunis. Voilà. Bon, c'est déjà le début de l'application, effectivement, du programme de Macron, réconcilier la France, protéger les Français, etc. Bon, et que tout le monde s'exprime, que ceux qui commandent moins, que ceux qui obéissent moins. Ça, il y a des formules qui marchent bien et qui sont très très intéressantes. Alors, point 6, le débat décisif. Tout le monde a été étonné de ce débat, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui compte quand même particulièrement, c'est que c'est lors de ce débat que la fameuse phrase « Je n'ai pas besoin d'un ventriloque » qui a tout de même déstabilisé tout à fait Marine Le Pen, a été prononcée, et c'était pour le moins, puisque personne n'a là encore pu expliquer ce qui s'était passé, puisque Marine Le Pen est avocat, donc elle sait un minimum de choses, et elle sait que quand même quand on fait une plaidoirie, on doit savoir ce qu'on dit en conclusion. Or, elle avait choisi comme slogan de campagne « Choisir la France », son ventriloque avait choisi « La France en marche », vous voyez, c'est toujours le... On ne sait plus très bien qui et quoi là-dedans, il y a la France en marche, il y a choisir la France, il ne faut pas se tromper de pied, désolé, bon. Et donc, elle a oublié de dire à la fin, ce que sa nièce dira, que c'était normalement un référendum pour ou contre la France. Elle a complètement oublié, elle a perdu les pédales, comme on dit. Et donc, les deux yeux, qui ressemblent d'ailleurs à la couverture de 1947, je crois, d'Orwell, vous savez, sur Big Brother vous regarde, ont peut-être joué un rôle, une sorte de magnétisme, on ne sait pas. En tout cas, toujours est-il que ce qui a qui a caractérisé ce débat, c'est l'aveuglement. L'aveuglement, donc, qui, par ce symbole, c'est plus ou moins subliminal, c'est de dire une chose qui va toujours à l'inverse de ce que pense son interlocuteur. C'est établi le truc en envoyant un signal exactement à l'inverse de la vérité. Donc ça, c'est le système du ventriloque. Alors, 9e, nous arrivons maintenant à la fin, c'est que maintenant, la question à laquelle il faut répondre, à la suite de ce spectacle de ventriloquie, ce grand spectacle, c'est effectivement si la farce n'est pas jouée.
C'est-à-dire que de deux choses l'une, ou bien effectivement cette renaissance qui a été annoncée par Emmanuel Macron va se produire, c'est-à-dire, je le rappelle, le dépassement du clivage droite-gauche, la recomposition politique qui va enfin permettre aux Français de s'exprimer, la fin du système dont plus personne ne voulait, donc la France qui retrouve sa place, les Français qui retrouvent leur confiance en eux. Enfin, c'est vraiment le Pérou. C'est-à-dire qu'en fait, tous les problèmes qui n'étaient pas résolus vont être résolus sans programme. C'est-à-dire que c'est le leader Maximo qui va effectivement régler tous ces problèmes. Ou bien, est-ce que finalement, ce que la raison dicte, c'est-à-dire que le déclin de la France va continuer sur cette courbe, puisque le programme ne changeant pas, nous allons voir, eh bien effectivement, nous allons vers le désastre. Alors, la question, nous sommes toujours dans Cyrano de Bergerac, c'est-à-dire qu'il y a eu une belle chanson qui a été jouée par quelqu'un, mais qui jouait le texte de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que la bulle Macron doit exploser d'une manière ou d'une autre, et évidemment à notre dépens. Alors, ce qui est la conclusion était elle-même donnée, parce qu'il faut lire Macron dans le texte. C'est-à-dire que la pièce à laquelle nous assistons, il l'a jouée. Alors, c'est à la fois intellectuellement passionnant et politiquement affligeant, c'est de voir que l'exercice que nous faisons, il est facile de le faire, c'est-à-dire que le corriger est dans le texte. Il suffit de lire un texte et de voir ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer. Et là, la pièce à laquelle nous assistons a été anticipée donc dans la pièce d'Eduardo De Filippo, scénarisée par Brigitte Ozière, l'élève de Macron, qui a incarné Oreste Campès, directeur d'un groupe de théâtre. Donc il y est chef d'orchestre d'un monde, c'est notre nom, d'un monde où des notables étriqués, c'est le système, étriqués, conviés à la représentation de la pièce, ne sont que de pâles administrateurs de la chose publique. Mais où tout finit par se confondre. Vous voyez, nous assistons effectivement à la recomposition. Tout se confond, où l'on ne distingue plus les politiques des acteurs, interchangeables visages. Dans la pièce italienne, ce sont les farces les forces de la philosophie du savoir qui triomphent sur la technocratie. Donc vous voyez qui c'est qui triomphe. Mais alors que dans celle-ci, Campès dit que au théâtre, la parfaite vérité, c'est et ce sera toujours la parfaite fiction, sur la scène politique qui est la nôtre, au contraire, la parfaite vérité ne sera-t-elle pas toujours la réalité? C'est-à-dire que là, la fiction ne peut qu'exploser en plein vol. C'est la fiction à laquelle nous avons assisté. Et l'avenir dira si dans cette transposition littéraire du théâtre à la scène politique, à laquelle nous assistons, ne se trouve pas la limite de la magie politique d'Emmanuel Macron. La bulle de la prise du pouvoir par la fiction du verbe, éclatant sous l'aiguille de la réalité, et il aura été ainsi vaincu par la réalité. Donc, la grande question qui se pose actuellement, lorsque nous considérons tout simplement le scénario complètement abracadabrantesque, pour reprendre la phrase de Chirac, c'est effectivement le drame vers lequel nous allons. Parce que si nous considérons le début et la fin, nous allons voir, c'est-à-dire que la rentrée dans la campagne électorale s'est faite au nom de l'antisystème. Elle s'est faite au nom du fait qu'il fallait une rupture, qu'il ne fallait pas suivre la politique qui avait été suivie par François Hollande. Il fallait en plus donc sortir de ces ornières, il fallait régler les problèmes que vous connaissez tous, le fait qu'il y a trop d'Europe, le fait qu'il n'y a pas assez de protectionnisme, le fait que ci, que ça. Et donc, rien n'a changé. C'est-à-dire que nous allons le voir, alors, ni droite ni gauche. Macron disait dépasser le clivage gauche-droite, comme, nous n'avons pas dépassé ni droite ni gauche, c'est droite et gauche, et ce qui avait été qualifié à l'époque de l'UMPS. Donc il n'y a pas de changement de ce côté-là. Ensuite, antisystème. Donc Macron s'est présenté comme l'homme antisystème le 13 juillet 2016. Maintenant, c'était l'homme du système, ça reste l'homme du système, c'est l'énarque qui vient de nommer un Premier ministre énarque. Donc on voit très bien qu'à la
devant la réalité, évidemment, la réalité s'impose. Et ça continue. Bon. Alors, donc, dans la politique, bon, le ministre de l'économie s'était présenté comme donc la personnalité anti-système, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que nous étions dans du ventriloquisme, c'est-à-dire qu'il découvre l'anti-système, de même que l'ancien Premier ministre, donc, s'est déclaré anti-système dès qu'il a quitté le pouvoir, bon, Emmanuel Valls, et bien là, il a repris, de même qu'il avait repris à Orléans le langage symbolique du Front National, là, il reprend la rhétorique anti-système qui était celle de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. Donc, vous voyez, la force du ventriloque, c'est que finalement, il prend... C'est un processus commercial bien connu. Il dit à chacun ce qu'il veut entendre. Et comme il n'a aucune moralité, de toute façon, son but n'est pas de régler un problème, mais de prendre le pouvoir où il démagogue, il n'a aucune difficulté. Là où un adversaire sera arrêté parce qu'il dit ah, ça, c'est pas mes idées, il dit ah, mais si, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Donc c'est quand même tout à fait invraisemblable. Parce que ce qu'il avait dit à l'époque, c'est cette histoire, elle dérange. La sienne. Cette histoire, elle dérange. Ça arrive. J'en sais quelque chose, parce qu'elle vient contrarier l'ordre établi, parce qu'elle inquiète le système. Donc il joue l'antisystème au départ, et après, de même que Chirac, en 2002, avait commencé comme menteur et termine comme super menteur, et bien là, vous avez quelqu'un qui est anti-système, et en fait, à la sortie, vous avez le super système, c'est-à-dire le parti unique. C'est-à-dire que la démarche de Macron, sans jeu de mots, c'est la démarche d'un parti fasciste. C'est-à-dire ça commence par une marche, c'est plus vers Rome, c'est vers l'Assemblée, parti unique, désignation des personnes, véhémence, incitation à la haine. Bon, c'est tout à fait étonnant. Alors, maintenant, deuxièmement, le système, donc nous avons l'inversion de la bulle. Bon. Ensuite, vous avez la continuité, on nous avait promis la rupture, vous l'avez vu, la continuité de Hollande. Ensuite, vous avez évidemment de l'antidémocratie, puisqu'il y a un parti unique. Donc il vise à un parti unique, c'est-à-dire avec majorité totale, qui est la caractéristique du parti fasciste. Je ne parle pas de la véhémence. Ensuite, le parti anglais. C'est-à-dire que Jeanne d'Arc, elle était du côté de la France, semble-t-il. Et elle était opposée aux Anglais puisqu'il s'agissait de bouter les Anglais. Or, quand vous prenez la signature de Macron, par sa femme qui parle anglais, qui est rock'n'roll, c'est pas la peine d'aller voir, par la presse qui a soutenu d'une manière absolument scandaleuse Emmanuel Macron, et surtout par le financement. Parce qu'il a été reproché à un certain parti de devoir aller chercher de l'argent dans les banques à l'Est pour lever des fonds qui ne venaient pas en France. Mais Macron, où a-t-il été chercher son argent? Eh bien, il est allé chercher à New York et à Londres. 2 jours, donc c'est dans l'article de Libération du 6 décembre 2016, à New York, Macron trace sa route à l'américaine. Voilà, c'est Jeanne d'Arc qui trace sa route à l'américaine. C'est quand même un peu surprenant. Bon. Et 2 jours durant, l'ex-locataire de Bercy a rempli le cahier des charges du candidat en campagne aux États-Unis, sans oublier de lever des fonds. Et à New York, Macron a eu 95% des voix. Et ces fonds, il les a levés aussi à Londres. Alors, comme le dit quelqu'un de bien connu, c'est celui qui paye la musique qui donne le ton. Hein, c'est Adler. Eh bien, effectivement, quand vous savez que l'argent qui a été donné par qui, quoi, comment, vient des anglo-saxons, c'est-à-dire des ennemis de Jeanne d'Arc, si j'ai bien compris, eh bien, vous voyez bien que l'ambiguïté de Macron, c'est pas seulement de prendre à son adversaire son symbole pour faire le bon travail, mais c'est pour trahir le symbole. C'est-à-dire que Macron, c'est l'homme du parti anglais, du parti anglo-saxon. La haute trahison de la langue. D'autre part, Macron dit qu'il veut que la France rayonne. Bon, mais on rayonne d'abord comment? Par sa langue. Eh bien, vous avez un article qui est parti dans l'Express du 16 janvier 2007 qui dit exactement les choses telles qu'elles sont. La France se bat depuis des décennies pour que sa langue conserve un statut international. Elle dépense beaucoup de moyens et d'énergie à travers une diplomatie culturelle qui se déploie notamment dans les lycées, les alliances et les instituts. C'est ainsi que la langue française est la 2e langue d'enseignement dans le monde. Quand vous pensez qu'actuellement, il y a la candidature aux Jeux Olympiques qui a affirmé par étranger que pour parler au monde, il faut parler anglais, pour s'ouvrir au monde, et bien là, vous avez le même phénomène. Alors que la langue française est la 2e langue d'enseignement dans le monde, mais à ce jeu, les choses ne vont pas durer.
qu'elle est colangue de travail dans nombre d'institutions internationales, l'ONU, l'Union européenne, l'OTAN, etc., qu'elle compte 29 États qui l'ont adoptée comme langue co-officielle. Et que, donc, si le français rayonne, dit cet article, c'est que ses locuteurs jugent utile de le parler. Vous voyez, je trouve que la formule est assez savoureuse. Hein, je répète, si le français rayonne, c'est que ses locuteurs jugent utile de le parler. Vous voyez, ce que notre grand leader Maximo, n'est-ce pas, ne l'a pas vu. Or, si un chef de l'État français lui-même devait ne plus s'exprimer dans sa propre langue, lors de ses déplacements à l'étranger, c'est devrait, mais doit, parce que Emmanuel Macron parle anglais, évidemment, il enverrait un signal très négatif. Le français deviendra alors une langue obsolète dans les relations internationales. Et l'on aboutirait alors à la situation schizophrénique dans laquelle l'État français se démènerait pour promouvoir le français, tandis que sa tête, c'est-à-dire Emmanuel Macron, annoncerait de manière subliminale qu'il ne s'agit plus d'une langue pertinente pour s'ouvrir sur le monde. Voilà. Et donc, là, vous avez la haute trahison de la langue française par Emmanuel Macron, qui se profile. Alors, maintenant, la situation est très claire, c'est-à-dire que après avoir identifié Jeanne d'Arc à la figure de son ennemi, il se révèle lui-même, finalement, l'homme du parti anglais, c'est-à-dire de l'ennemi de Jeanne d'Arc. Donc ça, c'est la souplesse du ventriloque qui va finalement mettre dans sa boîte le message qui lui convient à chaque instant. Alors, conclusion. Ben, la conclusion, elle est quand même pas très satisfaisante, parce que le constat que nous pouvons faire à la fin de ces élections, c'est que le cerveau politique en France est mort. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun débat sur ce sujet. Personnellement, nous avons essayé, il y avait une lettre ouverte à tous les candidats pour leur dire que le facteur clivant, ça serait pour anglais ou français, qui n'est pas passé. Et vous voyez que là, actuellement, l'homme qui était à la présidence de la République s'est présenté comme le libérateur de la France, en quelque sorte, l'homme qui va rebâtir la France. Les termes sont extrêmement forts. Et finalement, c'est l'homme du parti anglais, c'est-à-dire anglo-saxon. C'est-à-dire, c'est l'homme, évidemment, de la mondialisation, mais c'est ce qu'il y avait auparavant. C'est l'homme de l'ultralibéralisme. C'est l'homme du Bruxelles sous la botte anglo-saxonne. C'est l'homme de la finance. C'est l'homme qui parle le langage de la City. C'est l'homme qui trahit la langue française. C'est l'homme qui trahit ses symboles. C'est l'homme qui trahit son patrimoine. Et c'est l'homme qui nous prend pour des Macron. Voilà. Alors, donc maintenant, premier constat. Donc, ce sont les armes utilisées par Macron, c'est-à-dire par les ennemis de la France, il faut appeler les choses par le nom. Ce qui est quand même très frappant, c'est que ce sont nos armes qui retournent contre eux. Parce que Jeanne d'Arc appartient au symbole du parti français, si je peux dire, si j'ai bien compris, contre le parti anglais. Donc, ça c'est la première chose. Ensuite, ce qui est étrange, c'est que ce soit toujours les ennemis de la France qui utilisent les symboles de la France. Bon, à Versailles est utilisé par l'art new-yorkais. Bon. Et la langue française, nous voyons, est utilisée effectivement contre elle-même. Et donc, ce constat, c'est le constat, si nous évaluons en termes théologiques, je veux dire, c'est le constat donc que les fils de lumière sont toujours moins avisés que les fils de ténèbres. C'est une vieille formule, mais qui fonctionne. Bon. C'est un signe des temps, la destruction du cerveau, de l'intelligence et de la langue, et nous pouvons dire que ce sont toujours les prédateurs, les destructeurs, qui arrivent à faire fonctionner les symboles à leur profit. Troisième remarque, c'est l'archétype du ventriloque, c'est à la fois l'arme qui a été utilisée pour détruire la volonté générale, comme il a été démontré précédemment, c'est-à-dire que c'est un tour de passe-passe tout à fait prodigieux au sens étymologique, mais en même temps, si nous comprenons comment fonctionne la ventriloquie, qui est vraiment l'arme utilisée constamment par nos ennemis pour nous faire parler en disant « vous pensez ci, vous êtes ça », et bien effectivement, vous retournez le symbole
contre ces falsificateurs. Évidemment, ainsi vous formez les armes de la reconquête. Donc, une des questions essentielles pour la reconquête de la langue française, à laquelle nous invite Maurice Schumann depuis 1975, c'est effectivement de, non pas faire comme se limite l'Académie française, de prendre un mot après l'autre, mais d'expliquer, de remplir sa mission, que nous devons remplir à sa place, ou que d'autres, s'ils le préfèrent. Je vous rappelle, la mission de l'Académie française, c'est de, finalement, donner des règles certaines à la langue pour la rendre pure, éloquente et apte à traiter des arts et des sciences. Les arts, c'est notamment les sciences politiques. C'est-à-dire que l'Académie a rappelé le 6 avril que sa mission, c'était de défendre la langue française, mais que veut dire défendre la langue française dans ce contexte dans lequel plus personne n'est capable de faire une explication de texte d'un débat présidentiel? Donc la question que devrait se poser l'Académie, qui je rappelle, en est restée à la première marche, c'est-à-dire le dictionnaire, elle ne s'est pas intéressée à la rhétorique. Or la rhétorique, nous avons vu la magie de la rhétorique d'Emmanuel Macron, finalement, soutenue par le parti de l'étranger, comme disait M. Chirac à une époque. Et cette rhétorique, l'Académie, donc il faut remettre en chantier cette rhétorique, plus, effectivement, il y a également la poétique et la grammaire qui sont à mettre. Bon, donc, le drame de ces élections présidentielles, qui ont complètement trahi les vœux du corps électoral dans son ensemble, indépendamment, eh bien, pour répondre, être au niveau de cette agression, il faut effectivement, ce que nous disons depuis longtemps et que l'Académie essaye vaguement de dire, puisqu'elle a rappelé que son rôle c'était la défense de la langue française pour faire une figure, il faut remettre en chantier donc, le fait de forger ces armes de la reconquête. Alors, donc, et ça, en conclusion. Donc en conclusion, je vous dis, nous avons tous les éléments dans notre littérature, dans le capital intellectuel prodigieux que nous avons depuis les Grecs, et je pense à La Fontaine. La Fontaine est un auteur qui n'est plus enseigné parce qu'effectivement c'est une arme, excusez-moi le mot, anti-système, pour employer le terme. Lisez les fables et vous verrez, c'est prodigieux, et notamment dans Molière, vous avez le Tartuffe. Or, qui domine actuellement? C'est les Tartuffes. Qui domine? C'est la tribu des ventriloques, comme je l'avais dit dans un de mes livres, qui s'appelle Enquête au cœur de la censure. Donc, effectivement, si personne, évidemment, ne veut comprendre, ce qui est le cas dans certains milieux, que c'est l'intelligence, c'est le langage, qui est le point clé de la reconquête, 1, sémantique, 2, culturel et 3, politique, ce qui déjà était très proche de l'assiette au beurre. Il y avait tout un ensemble de gens, hein, on a vu le dépit de certains qui croyaient que le pouvoir n'allait pas échapper, mais en face de nous, nos ennemis, on peut dire les ennemis de la France, les ennemis de son patrimoine, les ennemis de sa langue, les ennemis de l'intelligence, les ennemis de la civilisation, sont des gens qui ont une immense connaissance de la tradition intellectuelle, comme l'a rappelé Kissinger. Ce sont des gens qui sont, je vais dire, les maîtres de la tradition intellectuelle, contre la tradition, et ça porte un nom, ça s'appelle le crime contre l'esprit. C'est-à-dire que ce sont les grands maîtres du crime contre l'esprit, et donc, ce que nous devons savoir, en résumé, puisque nous arrivons à la fin, c'est que nous avons assisté à un prodigieux tour de passe-passe, à une confiscation, non seulement de la souveraineté, mais de la légitimité, et de la légitimité populaire, une usurpation d'identité, parce que M. Macron a usurpé l'identité du symbole de Jeanne d'Arc, non pas uniquement pour faire triompher la cause de Jeanne d'Arc, mais pour l'outrager, outrager sa mémoire, outrager le patrimoine. Et donc ce crime contre l'esprit, c'est une escroquerie au symbole. Il écrit des escroqueries au procès, n'est-ce pas? Mais là, c'est une escroquerie au symbole et à l'élection. C'est-à-dire que dans un régime normal, ces élections devraient être annulées parce que pour que le consentement soit recevable, il faut qu'il soit sincère et éclairé. Donc s'il y a eu tromperie, c'est que l'accord doit être annulé. Et donc les Français, c'est une... Alors ne demandez pas à un tribunal de le faire, c'est dommage, il faudrait, mais s'il y avait la possibilité. Alors maintenant, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que Mme Carrère d'Encausse prononce souvent une belle phrase, elle dit « L'avenir de la France est inséparable de la gloire de la langue française ». Alors c'est une belle formule, mais vous voyez ce qu'il en advient d'ailleurs avec un président de la République qui, en digne successeur de François Hollande, qui n'avait pas répondu à l'appel de l'Académie
du 5 décembre 2013 de déclarer l'année qui vient année de reconquête de la langue française. Donc vous voyez qu'effectivement la gloire de la langue française est mal partie. Alors qu'est-ce qu'il faudrait dire? Eh bien écoutez, la phrase, je crois que la phrase qu'il faut lui substituer, c'est que maintenant nul ne peut faire l'économie de l'intelligence. Moi je vois autour de moi avec un grand rayon, le mépris de l'intelligence. Ceux qui se prétendent les tenants de l'axe du bien font des petits calculs, essayent d'avoir des postes, pensent que plus ça va mal, plus on fera appel à leur service. En fait, nous ne pouvons pas faire l'économie d'une, on pourrait dire, une recomposition intellectuelle, une refondation intellectuelle. Il faut refaire ce qui a été fait jusqu'en tout cas au 19e siècle, en tout cas particulièrement au 17e siècle, c'est refaire académie, refaire intelligence, refaire penser, pour employer ces néologismes. Et je dirais donc en conclusion que l'avenir de la France est indissociable, non pas tant de la gloire de la langue, mais de la gloire de l'intelligence qui doit permettre justement de remettre la langue au premier plan, de remettre l'intelligence à la tête de la France, comme la France en a besoin pour être égale à elle-même. Voilà. Au travail. Et donc, au travail, et pour terminer par une note d'optimisme et montrer que le programme existe, le vrai programme, qui n'est pas un programme de ventriloque, je m'en référerai en ultime conclusion au dernier grand secrétaire perpétuel de l'Académie française, Maurice Ruon, qui, à la fin de sa vie, avait compris ce qu'il devait comprendre. Et donc, je le cite, « Les valeurs suprêmes ne sont pas à inventer, ni à faire surgir dans ne sais quel broyage, j'allais dire recomposition. Les valeurs suprêmes sont des valeurs permanentes. Et si la France souhaite être encore demain à l'avant-garde humaine, conformément à sa vocation historique, ce n'est pas en suivant la marée d'un art destructeur, ni en s'abandonnant à ce flot ravageur qu'elle y parviendra. Ce mouvement est peut-être général dans le monde, mais il est usé. Il arrive à la fin de course. Ce qui est destructeur se détruit soi-même. La France doit reprendre la tête d'un humanisme qui s'exprime et se traduit à travers des harmonies nobles, des architectures de prestige, un théâtre de grands conflits et de vraies satires, une littérature des grands témoignages et de grands sentiments. Merci.